On dit que les voies de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Et dans cet épisode, nous allons parler des mesures politiques qui sont censées améliorer la vie des Français en général et de l'immobilier en particulier, mais qui en réalité, en définitive, nous mènent tous au désastre. Et cet épisode de podcast, c'est un petit peu un follow-up, un suivi d'une vidéo que j'avais tournée il y a 2-3 ans apparemment. Et malheureusement, certaines des prédictions qui étaient formulées se sont un petit peu concrétisées. Donc je reprendrai un petit peu le contenu dont j'avais parlé à l'époque. Et je voudrais justement faire un suivi à propos de certaines des mesures qui avaient été prises à l'époque et voir un petit peu ce qui en est sorti. En tout cas, je vais vous parler de certaines mesurettes, certains trucs qui sont à l'étude ou qui ont été appliqués et qui, bien loin de servir l'intérêt général, ont fini par desservir les Français. Et comme je ne suis pas juste en position de critique et d'observateur, je donnerai aussi un certain nombre de pistes, peut-être, de pistes d'amélioration et certaines idées, peut-être à appliquer. Alors si jamais le ministre du Logement finit par écouter cet épisode, peut-être que ça pourra lui donner un petit peu d'idées. Alors je vous rassure, j'ai pas forcément l'ambition de transformer mes réseaux en canaux de diffusion d'idées politiques, quoique, mais on va bel et bien parler d'économie, on va parler surtout d'immobilier. En tout cas, l'idée c'est qu'on puisse véhiculer un certain nombre d'idées. N'hésitez pas, bien sûr, à réagir, que vous écoutiez ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, je sais pas quoi. N'hésitez pas à réagir, à mettre en commentaire ce que vous aurez pensé de tout ça. Alors, le marché immobilier, globalement, il est un petit peu en vrac. Alors, il n'est pas complètement malade puisqu'il est en train d'un petit peu de se rétablir, mais on sort d'une période vraiment extrêmement mouvementée. Et quand je dis on sort, je ne pense pas nécessairement qu'on en soit déjà tout à fait sorti. Parce que, pour rappel, ce qui s'est passé, c'est que à partir de 2000, on a eu des grosses hausses sur la fin entre 2015 et 2020, hausses qui se sont considérablement accélérées à la sortie du Covid et qui ont été brutalement stoppés au moment de la guerre en Ukraine en 2022. Et puis après, il y a eu tout un sujet d'inflation, etc. Les taux d'intérêt qui ont énormément augmenté. Et là, les marchés immobiliers se sont complètement grippés. Donc, on a eu un gros coup d'arrêt. Un gros coup d'arrêt sur les achats et les reventes. Et les prix se sont mis tout d'abord à stagner et ensuite à baisser de manière significative. Ça, c'est sur le marché de l'achat et de la revente. Les prix donc se sont mis à baisser et puis ils se sont stabilisés quelque part en 2024-2025. Là, je vous tourne cet épisode à la fin de l'année 2025. Mais on constate que les marchés ne se sont pas tout à fait stabilisés, les marchés ne se sont pas tout à fait rétablis. Et honnêtement, moi je pensais, je l'avais annoncé dans une ou deux vidéos, que le marché repartirait de manière beaucoup plus générale et de manière beaucoup plus homogène à la hausse, puisqu'il y a une véritable pénurie de logements en France. Or, force est de constater que cette reprise n'a finalement pas eu lieu de manière aussi dynamique que ce qu'on aurait pu penser. Alors, il est toujours un petit peu compliqué d'analyser et de trouver les raisons pour lesquelles ça ne repart pas, mais on est en droit de penser que le sujet de la confiance des ménages dans l'avenir est en cause, puisque ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Les gens flippent, ne savent pas. On a une vraie crise du budget, on a une vraie crise politique, des gouvernements qui tiennent pas, des budgets qui n'arrivent pas à passer. Et tout ce climat-là n'est vraiment pas très propice aux affaires et n'est vraiment pas très propice pour les personnes à se lancer dans des projets immobiliers, puisque pour que l'économie aille et que les gens se projettent dans l'avenir, il faut qu'il y ait un sentiment de confiance. Et il semblerait que ce sentiment de confiance ne soit pas du tout au rendez-vous. Toujours est-il que sur le marché du logement et le marché du locatif, il y a une énorme pénurie de logements. Et là, on ne parle pas juste de phénomènes qui se passent dans les marges, non, c'est dans toutes les villes, partout en France. Il y a, quand je dis toutes les grandes villes, il y a un véritable problème avec une pénurie énorme de logements et une crise sociale qui est déjà en place et qui risque de ne faire que s'accroître. Puisqu'on a certaines villes, notamment Lyon, dans laquelle j'habite, où il y a une offre pour 9,5 demandes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 10 personnes qui cherchent un logement pour un seul logement disponible. Donc c'est un véritable désastre. Alors on va quand même préciser qu'en France, il y a énormément de logements. Alors, en France, des logements, il y en a. C'est pas qu'il n'y ait pas de logements en France, mais il n'y a pas forcément de logements là où les gens veulent habiter. Alors, je vous prenais l'exemple de Lyon
à l'instant, parce que c'est la ville où j'habite, hein, mais je vais vous donner un exemple, c'est valable dans plein de secteurs en France. À Lyon, il y a une énorme pénurie de logements parce que les gens veulent habiter ici, il y a des services, il y a des transports, c'est pratique, etc. Donc il y a énormément de gens qui veulent y habiter, mais il y a une offre qui est extrêmement limitée. Si vous faites 3/4 d'heure, vous sortez de 3/4 d'heure de Lyon, vous allez arriver dans des endroits où il y a énormément de logements, il y a énormément d'immeubles qui sont vacants. Mais le problème, c'est que personne ne veut y vivre parce qu'il n'y a aucun service, c'est très compliqué de se déplacer, il faut tout faire en bagnole, etc. D'ailleurs, il y a certains gourous, entre guillemets, de l'investissement locatif, ceux qui promettaient, vous savez, de vivre de son cash flow et de devenir rentier en 6 mois. Ceux-là même qui envoyaient les gens dans des endroits de merde. Alors pour ceux qui connaissent, il y a des bleds à 1 heure de Lyon qui s'appellent Tizy-les-Bourgs ou Cours-la-Ville. Alors, c'est des vrais noms de patelins, hein, de petites villes. C'est des endroits qui sont extrêmement sinistrés. À 1 heure de Lyon, vous trouvez des immeubles pour 50 000 balles. Alors oui, sur le papier, la rentabilité à 15%, elle est présente, mais sauf que forcément, il n'y a que des gens qui sont dans des situations économiques assez compliquées qui habitent là-bas. Beaucoup de problématiques de chômage, beaucoup de problématiques d'alcoolisme. Et oui, super, vous êtes rentier, mais vous êtes rentier de la CAF, surtout. Et puis, au final, la rentabilité d'un bien, la rentabilité d'un investissement finit toujours par se calculer à la sortie. Ça ne se calcule pas année par année, mais ça se calcule à la sortie. On fait un bilan global de tous les loyers qu'on a reçus, de sa fiscalité et aussi de la plus-value qu'on réalise au moment de la revente. Et lorsque vous achetez dans un endroit pourri comme celui-là pour investir, lorsque vous revendez, déjà si vous avez de la chance, si vous revendez, vous avez de la chance. Mais surtout, votre bien, il est fort probable que son prix n'ait même pas suivi la courbe de l'inflation, donc que vous soyez en définitive perdant. Alors, on a cette crise du logement, on a une vraie problématique d'offre, en fait, avec une offre qui n'arrive absolument pas à rattraper la demande. Et face à cette problématique, un certain nombre de réformes de fond et de prises de mesures très très courageuses sont nécessaires, puisque c'est la résultante d'années de négligence, de manque de vision de long terme qui nous ont amenés à ça. C'est pas, les gens ont toujours tendance à dire « le gouvernement Macron, gna 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 ». Non, mais le gouvernement, il a certes ses responsabilités, mais on ne peut pas imputer une problématique aussi structurelle à un gouvernement qui est en place depuis quelques années. C'est une problématique qui date de dizaines d'années avec, encore une fois, une absence de vision, une absence de stratégie et une absence de vision de long terme. Et malheureusement, il faut prendre des décisions courageuses, là, vu la situation. Mais il s'avère que nos politiques sont relativement incapables, et d'ailleurs, quelle que soit leur orientation. Là, on n'est pas sur une question de Macron, de droite, de gauche. On a eu un certain nombre de gouvernements depuis les années 70, on va dire. Et que ce soit les gouvernements de gauche et de droite, ils se sont montrés globalement tous aussi impotents les uns que les autres à apporter des solutions de fond pour cette problématique du logement. On constate qu'il y a vraiment trop de court-termisme. Les gens font de la mesurette, ils veulent leur petite loi, voilà. Alors il y a surtout dans l'immobilier, les ministres aiment bien avoir une loi à leur nom, le Duflot, le Malraux, le Pinel, le machin, tout ça c'est des noms de ministres, ils sont contents, ils ont apporté leur nom à leur petit dispositif qui ne sert pas à grand chose. Et personne réellement ne raisonne sur du 20-30 ans, et personne n'est prêt surtout à sacrifier sa petite carrière politique pour l'intérêt général et pour l'intérêt du pays. Et donc on essaie de satisfaire un peu la populace avec de la mesurette foireuse et on brasse de l'air pour montrer qu'on fait quelque chose et qu'on essaie un petit peu de s'agiter. Donc dans cet épisode, je voudrais vous donner quelques exemples de mesurettes foireuses, de mesurettes de merde de ce genre pour, par exemple, illustrer ce que nos politiques essayent de mettre en place, et puis après je donnerai peut-être quelques idées de choses qui pourraient être appliquées. Alors l'exemple que j'adore, alors aujourd'hui c'est encore meilleur puisqu'on a du recul, et ça c'est génial. C'est l'exemple du plafonnement des loyers. Alors, je prends l'exemple parce que j'habite à Lyon, parce que j'y vis, mais il a été appliqué aussi dans plein d'autres villes, Paris, Lille, Bordeaux, etc., le plafonnement des loyers. Alors, le fin du fin, c'est qu'il n'y a pas longtemps, le tribunal a tout simplement... alors je sais plus si c'est le tribunal administratif, mais a tout simplement annulé la validité du plafonnement des loyers à Lyon et l'a tout simplement fait sauter puisqu'il y avait un flou
un gros flou qui régnait sur les critères. Et là, je crois que c'était en octobre ou en septembre 2025 que la décision a été rendue et l'encadrement des loyers à Lyon a sauté. Mais ça reste quand même intéressant d'étudier ce phénomène parce qu'on n'est pas à l'abri que nos responsables essaient de nous en recoller. Et à ma connaissance, à Paris, dans d'autres grandes villes de France, il est toujours en vigueur. Alors, pour comprendre l'absurdité de l'encadrement des loyers, il faut comprendre les logiques de prix et de fixation de prix. La fixation d'un prix dans un marché économique à peu près sensé et à peu près libre, c'est un point d'équilibre entre une loi de l'offre et une loi de la demande. Et cet équilibre, il est atteint à un certain point sur lequel l'offre et la demande se rencontrent. C'est-à-dire que le propriétaire va à un logement, il se dit qu'il peut le louer par exemple 1 000 € par mois. Il va le mettre en location. S'il y a de la demande, si les gens sont prêts à payer ce prix-là, c'est-à-dire que la demande rencontre l'offre, on est OK. Si en revanche la demande ne rencontre pas l'offre, c'est-à-dire que les gens estiment que c'est beaucoup trop cher, le propriétaire ne va pas avoir d'appel, il va progressivement baisser son prix, je ne sais pas, par exemple à 900 ou à 800 €, et à partir du moment où les gens estimeront que ce loyer-là est logique, eh bien ils l'appelleront et ils prendront et ils loueront l'appart. Bien sûr, tout ça est schématique, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est globalement comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si la demande augmente, donc là on a 10 personnes qui veulent louer cet appartement à 1000 balles, mais qu'à côté l'offre n'augmente pas en conséquence, c'est-à-dire qu'il y a pour 10 personnes qui sont prêtes à louer à 1000 balles, il y a un seul propriétaire qui a un logement à 1000 € à proposer, là les prix vont augmenter. Parce que tout simplement, faute d'alternative, les locataires seront prêts ou alors ils seront tout simplement contraints à débourser plus pour se loger. Là, le propriétaire va se dire, ok, moi, j'ai 10 demandes, je peux potentiellement demander plus. D'autant que tout le reste augmente, on se prend de l'inflation, on se prend des hausses d'impôts, on se prend des hausses de tout ce que vous voulez. Et la logique, elle est toujours la même. L'entrepreneur va toujours ajuster ses prix en fonction des hausses qui sont appliquées, notamment par l'État. Donc la hausse de tous les coûts, que ce soit la hausse des coûts de production, la hausse des coûts de l'énergie, la hausse des impôts, etc. Ce qui se passera, c'est qu'au final, l'entrepreneur finira toujours par répercuter le prix, le coût de mise en place de son service ou de son produit, il le répercutera toujours sur le consommateur final. Et là, en l'occurrence, notre entrepreneur, c'est le propriétaire, et notre consommateur, c'est le locataire. Celui qui détient les moyens de production, celui qui détient le produit, celui qui détient la possibilité de fixer son prix, répercutera toujours les hausses de coûts sur le consommateur final. Et donc là, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que si les loyers ont augmenté, c'est parce que la demande a été très forte dans les villes, puisque les villes sont attractives. Il y a des universités, il y a du travail, il y a des loisirs, il y a du transport, il y a des transports en commun. Et donc la demande a explosé, mais la politique du logement, elle, a été incapable de répondre à cette demande. Et donc, au lieu de mettre en place des politiques permettant de trouver des solutions, on a essayé de réprimer de manière complètement artificielle la montée des prix. C'est-à-dire que là, les mairies, elles ont dit non, ok, on comprend qu'il y a beaucoup de demandes, mais là, les propriétaires, c'est plus possible, donc on s'arrête. Est-ce que l'offre a augmenté pour autant ? C'est des niettes, rien du tout. Est-ce que la demande a baissé pour autant ? Non plus. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le plafonnement a été mis en place depuis maintenant un certain nombre d'années, que ce soit à Paris, à Lyon ou ailleurs, et on commence à avoir de la visibilité pour comprendre que les effets sont extrêmement limités sur les prix du logement. Ce qui est clair en revanche, parce que l'histoire nous l'a prouvé, c'est que le plafonnement entraîne les problématiques suivantes. L'attractivité de l'investissement locatif baisse très nettement parce que la rentabilité, elle est de moins en moins au rendez-vous. Alors déjà que dans ces grandes villes, elle n'était pas bien grande puisque les prix à la revente continuent d'être très élevés. Et en plus, donc les rentabilités sont pourries, ce qui n'est pas forcément très engageant pour des propriétaires. Et en plus, les propriétaires, les bailleurs, vont avoir de moins en moins de fonds pour rénover leur logement puisqu'ils perçoivent moins de loyers. Ils ont également moins d'intérêt à entretenir les logements parce que l'investissement devient peu rémunérateur. Ils se disent de toute façon, voilà, moi je plafonne à tel endroit,
il y a beaucoup de demandes et moi je plafonne à tel endroit, donc j'ai absolument aucun intérêt. Il n'y a pas de vraie concurrence avec les autres propriétaires, donc je peux proposer mettre en location un truc qui soit un peu pourri et de toute façon, je trouverai preneur. Alors on peut se dire, non mais tout ça, ça se base sur rien, ça se base sur des estimations, etc. Mais, et ça c'était une info que j'avais trouvée à l'époque, j'avais préparé la vidéo YouTube sur le sujet, un encadrement des loyers avait déjà été mis en place en France entre 1914 et 1948, et ça peu de gens le savent. Et ce qui s'est passé, et en fait, à l'époque, ça n'a déjà pas fonctionné, et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc là, plutôt que de se dire « Ah, attends, ça a peut-être déjà été fait par le passé, et on va réfléchir et voir si c'est vraiment une bonne idée », les politiques se sont dit « Non, on va faire ». Tout simplement parce que c'est une mesure populiste, une mesure démago de merde. En 1948, la France a fini par assouplir la stricte réglementation sur les loyers qui prévalait depuis 1914. Pourquoi elle a fait ça ? À cette date, donc en 1948, les locataires français ne versaient en moyenne que 2% de leurs revenus en loyer contre 15 à 20% en 1914. Dans un discours de 1949, Eugène Claudius Petit, le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, affirmait que l'année précédente, les ménages français avaient dépensé 7 fois plus en tabac qu'en loyer. L'immobilier n'était plus rentable. Comme la théorie économique classique le prévoit, les propriétaires ont réagi au contrôle de loyer en réduisant considérablement les dépenses d'entretien. Les investisseurs potentiels sont devenus bien plus réticents à construire et les locataires ont vu leur mobilité entravée. L'attractivité de la construction à destination locative va s'effondrer comme en 1948. Je continue. Plus important pour l'ensemble des Français, la rigueur du contrôle des loyers de l'entre-deux-guerres a également découragé la construction de nouveaux logements locatifs. Un investisseur qui envisage de construire un nouvel immeuble s'attend dès lors à recevoir à la fois moins de loyers, moins de revenus locatifs et au moment de la revente un prix inférieur à ce qu'il aurait été sans le blocage. Dans le même temps, les coûts de construction augmentaient parce que l'inflation des prix des matériaux de construction et des salaires des travailleurs n'était pas bloqués comme les loyers. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ok. En francs constants. Le coût de construction d'un bâtiment standard augmente d'environ 40% entre 1914 et 1938, tandis que la valeur réelle des loyers diminue d'environ 60%. La plupart des investisseurs ont donc renoncé, à juste titre, à financer de nouveaux immeubles locatifs durant cette période. Ça, c'est l'histoire qui nous le montre, les amis. Alors, ce que je me demande, c'est si demain, les investisseurs fuient les grandes villes, si demain, les marchands de biens ne peuvent plus rénover, si les promoteurs n'ont plus la possibilité de construire, qui ira construire les logements de demain ? Est-ce que ce sont nos élus endimanchés, incapables, impotents, qui n'ont jamais rien bâti de leur vie ? Des gens qui ont fait de la politique leur carrière ? C'est pour certains qui n'ont jamais connu le monde du travail. Est-ce que c'est eux qui vont retrousser leurs manches avec leurs petites paluches, qui vont aller construire des logements ? On est en droit d'en douter. C'est pas Madame Hidalgo avec ses tailleurs Louis Vuitton, je sais plus quoi l'histoire qu'il y a eu autour de ça. C'est certainement pas elle qui va aller prendre la truelle et qui va aller construire des logements. Par conséquent, le parc immobilier risque de se dégrader et ceux qui en feront les frais, comme toujours, ce sont les plus précaires. Donc c'est certainement pas, encore une fois, nos maires et nos mairesses, enfin des grandes villes, parce que les maires, je ne mets pas dans le même panier les maires des grandes, et des grandes villes et des petites communes, je sais que ça n'a strictement rien à voir. Je parle des maires des grandes villes et les responsables, les présidents des grandes métropoles. Mais comme d'habitude, les personnes aux revenus les plus modestes sont celles qui vont trinquer. Toutes ces personnes qui cherchent à se loger décemment et qui, au final, n'auront pas de solution. Alors par contre, bien sûr, donc là on a les municipales 2026 qui se profilent, ces personnes-là pourront venir se pavaner, parader, faire les malins et raconter qu'ils ont lutté contre les vilains propriétaires, contre les méchants bailleurs, contre les méchants possédants qui veulent se faire des fortunes sur le dos des locataires, alors qu'en réalité, les locataires vont surtout souffrir de l'absence de vision de long terme de ces politicards de pacotille. Mais on pourra faire les malins et dire qu'on a lutté, qu'on a empêché ces vilains promoteurs, ces vilains marchands de biens de venir faire des projets à côté de chez eux. Et l'autre sujet épineux, c'est le sujet, et il est directement lié, c'est le sujet des autorisations d'urbanisme.
Si vous avez déjà lancé des projets, vous avez déjà certainement constaté qu'il est de plus en plus compliqué dans les grandes métropoles d'obtenir des autorisations d'urbanisme, même pour des projets qui sont relativement simples. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah oui, les mairies écolo, machin truc ». Alors, il est certain que les villes dans lesquelles on a des mairies écologistes, etc., ça peut poser certains sujets. Mais alors, pour l'avoir expérimenté à titre personnel, je n'ai pas constaté de grande différence entre les mairies écolo et les mairies qui les avaient précédées. J'ai même, je dois le dire, je dois l'avouer, notamment avec un adjoint à l'urbanisme écolo de la mairie de Lyon 8e, j'ai même constaté un certain pragmatisme. C'était plutôt intéressant d'avoir une discussion avec lui. Mais toujours est-il, si je vous dis tout ça, c'est parce que les gens de droite vont toujours dire « Ah bah non, les gens de gauche », et puis les gens de gauche, ils vont toujours dire « Ah bah non, les gens de droite ». Mais cet épisode, il ne se veut pas politisé, il est assez transcourant, puisque, encore une fois, la problématique, elle est transversale. Vous savez, des projets, j'en ai fait dans énormément de communes, qu'elles soient de droite, de gauche, et puis les élèves de nos formations font également des projets dans des communes qui sont affiliées à telle et telle partie, et je peux vous garantir qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre l'affiliation politique du dirigeant et la facilité ou non d'obtenir des autorisations d'urbanisme. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les maires n'ont plus aucun intérêt à être des maires bâtisseurs. Ceux qui choisissent d'être des maires bâtisseurs, souvent, en payent le prix. Donc ce sont des personnes très courageuses qui voient l'intérêt de leur commune. Mais à côté de ça, les maires qui font un petit peu carrière, qui n'ont d'autre objectif que de se maintenir dans leur rôle, ont plutôt intérêt à freiner des quatre fers tous les projets immobiliers. Donc on constate de grosses problématiques de lenteur. On voit que les mairies nous mettent des bâtons dans les roues, on se prend des demandes de pièces complémentaires et on nous met des semaines et des semaines à nous donner des rendez-vous alors que c'est du service public. Bon sang de bonsoir. On se prend des refus arbitraires. Bref, c'est extrêmement compliqué d'obtenir des autorisations d'urbanisme. Et ce que je constate sur des petits ou des grands projets, c'est qu'on a des refus où on nous limite en tout cas à 25 voire à 50% la possibilité de création. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que par exemple, quand vous avez une propriété, une maison, on va dire une grande maison de 300 mètres carrés dans laquelle on peut faire plusieurs logements, ou un terrain sur lequel on peut faire 5 ou 6 terrains à bâtir, et là, la mairie vous dit « Ah bah non, en effet, le PLU peut potentiellement vous autoriser à faire 6 terrains à bâtir, mais on ne vous en autorise que 4. » Ou alors, la mairie va dire au promoteur « Théoriquement, vous pouviez, monsieur le promoteur, construire ici 50 logements, mais on ne vous autorise à n'en faire que 40. » Pourquoi ? Comme ça, parce qu'on ne veut pas trop densifier, on ne veut pas qu'il y ait trop de logements d'un coup. Sauf que ce qui se passe, donc à chaque fois ce sont des petites décisions ponctuelles et les gros merdiers, dites-vous, qui sont jamais ou rarement la résultante d'événements cataclysmiques et isolés, mais ils sont souvent la résultante d'une accumulation de petites décisions désastreuses à leur petite échelle, mais à toute petite échelle, mais c'est qu'on additionne les effets dévastateurs, les effets négatifs de toutes ces petites décisions, quand on les empile et qu'on les rassemble à un niveau national, eh bien c'est là qu'on obtient une catastrophe d'ampleur nationale. Parce que quand le maire vous dit c'est pas 50, c'est 40, ou qu'il vous dit c'est pas 6 terrains à bâtir, c'est 4, qu'en fait on réduit sur chaque projet de 30% ou de 25% la capacité de développement foncier d'un bien, et qu'on additionne tout ça au niveau national, eh bien c'est là qu'on obtient des pénuries de 30% sur le potentiel et sur les besoins de la population. Donc en fait, chacun dans sa petite commune, chacun quand il fonctionne en silo se dit « Ah bah non, c'est que mon petit truc », sauf que quand on les additionne et quand on les met à une échelle nationale, on obtient une catastrophe. Et aujourd'hui, on a même des maires qui préfèrent refuser les autorisations d'urbanisme, aller au tribunal administratif et voir leur autorisation imposée par le tribunal administratif, plutôt que de dire « Ok, je valide l'autorisation, je valide la demande ». Pourquoi ? Parce que comme ça, ils peuvent venir et dire « Ah, c'est pas nous qui avons autorisé la demande, regardez, nos chers administrés, c'est pas nous qui avons autorisé ça, c'est le tribunal qui nous l'a imposé ». Et j'ai même le cas de figure sur une commune à 25 minutes de Lyon, où c'est incroyable. Le tribunal administratif a
où la préfecture a validé un projet dans lequel il y a du logement social, et la commune a installé un panneau en disant « Ici va sortir de terre un projet avec je ne sais combien de logements sociaux, et ça n'est pas nous qui avons autorisé ce projet, mais c'est le tribunal administratif ou c'est la préfecture, je ne sais plus qui nous l'a imposé. » Voilà où on en est actuellement. Et puis la dernière mesure, alors c'est pas une mesure pour l'instant parce que c'est en discussion, c'est sur l'économie globale, c'est la taxe Zuckman. Alors la taxe Zuckman, c'est un sujet dont on parle énormément en ce moment dans les actualités. L'idée, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de la taxe parce qu'on s'en fout, c'est pas une émission d'économie, mais je vais réfléchir au sujet de taxer les riches au global et est-ce que c'est une bonne idée est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et bien sûr, ce que je vais vous dire là n'est que mon avis, vous êtes tout à fait invité à ne pas à réagir si vous n'êtes pas d'accord. Alors je vais vous lire un petit rappel de Wikipédia sur la taxe. Alors la taxe Zuckman, préconisée par l'économiste Gabriel Zuckman, est une proposition de nouvelle imposition mondiale minimale sur le patrimoine des grandes fortunes pour, d'après ses promoteurs, corriger l'optimisation fiscale et rétablir un principe d'égalité devant l'impôt. En France, la loi Zuckman, loi intitulée « Impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches », est une proposition de loi mettant en œuvre la taxe Zuckman. Ses promoteurs estiment une recette fiscale potentielle entre 15 et 25 milliards d'euros, tandis que ses détracteurs l'estiment à environ 5 milliards par an. La méthode de calcul employée par Gabriel Zuckman pour définir les taux de prélèvement, les effets de sa taxe sur l'économie française ainsi que le montant de la recette font l'objet de débats. Alors, je ne vais pas plus loin parce que la page Wikipédia sur la taxe Zuckman, elle est énorme, elle est assez longue et ça devient après assez technique. Mais je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, je vais vous donner mon avis sur ce sujet. Alors, moi j'y suis relativement opposé. Pourquoi je pense que c'est démago et pourquoi je pense que c'est inutile? Je suis très en faveur de la justice sociale et je suis très en faveur du sujet de redistribution et de manière générale, mon avis personnel, c'est que effectivement, on n'a pas forcément besoin d'accumuler des milliards. Et ça n'est que mon avis. Alors c'est aussi l'avis, j'ai vu que le fondateur de Doctolib, dont le patrimoine estimé, enfin en tout cas la valorisation estimée à 1,2 milliard d'euros, il a dit la même chose. Il a dit on n'a pas besoin de tant d'argent pour vivre, enfin en tout cas pour faire des choses. Ça c'est ok, mais c'est un avis. En fait, et voilà, le fait que j'ai un avis là-dessus ne veut pas dire que ça me donne le droit de venir prendre l'argent de ceux qui ne sont pas d'accord. En fait, il y a des gens qui ont construit, qui ont fait des choses, qui ont créé des patrimoines, qui ont valorisé, etc. Et aujourd'hui, ils ont des patrimoines qui valent des milliards, mais c'est ok. Et moi, j'ai pas l'ambition de devenir milliardaire, j'estime que effectivement, c'est pas nécessaire, mais c'est pas parce que moi, Yoni, en tant que petite personne, j'ai un avis à la con et que j'estime que c'est pas nécessaire que je dois imposer en fait mon avis aux autres. Et ça, c'est vraiment un aspect fondamental, à mon sens, des libertés qui doivent être respectées, c'est de se dire, le fait que j'estime que ce mode de vie soit bon pour moi ou que ce mode de vie ne soit pas nécessaire ne veut pas dire que je m'arroge le droit d'aller l'imposer à des personnes qui portent un avis différent. Ça, c'est vraiment la première chose, le sujet de la liberté. Ensuite, le questionnement que je vais me poser, c'est sur l'usage qui est fait de l'argent. Ok, pour aller récupérer plus de recettes parce qu'il y a un déficit. Donc là, on a un déficit et une dette qui sont abyssales. Donc on se dit, ok, il faut aller récupérer de l'argent. Moi, je dis, pourquoi pas? Sauf qu'en l'état, on a... en fait, là, ce que l'État nous dit, c'est je veux juste récupérer plus d'argent, mais en aucun cas, je ne suis capable de m'amender et je ne suis capable de m'imposer une discipline sur les dépenses que je réalise. Ce qui signifie, et le parallèle que j'ai trouvé quand j'ai débattu de ce sujet avec une amie, c'est dans la situation actuelle, si on fait ça, on lève plus d'argent et pour redistribuer dans les dépenses abyssales et colossales de l'État, c'est en gros, on a une famille qui est complètement irresponsable, qui est au RSA, qui dépense n'importe comment, ils achètent des iPhone dernier cri, et des télévisions et des trucs et machin, et des gadgets et des vêtements de marque, alors qu'ils n'ont pas une thune. Et on leur dit, bon les gars, vous dépensez beaucoup, donc on va aller vous donner un nouveau crédit à la consommation alors que vous êtes déjà en surendettement. Ça, c'est la situation. C'est de se dire, on a un espèce de monstre qui dépense des tonnes et des tonnes de pognon et on va continuer de l'alimenter en lui donnant plus de pognon. C'est du délire.
Et quand on réfléchit à ça sur une situation d'une famille, on se dit, mais évidemment que cette famille-là, il faut réformer ses dépenses, il faut l'éduquer, il faut arrêter la spirale de la dépense. Mais pour l'État, non, on n'a pas cette réflexion. Et moi, je suis OK pour que les riches payent plus, je suis assez d'accord, mais tout le monde doit faire ses efforts. Et surtout, alors tout le monde doit faire les efforts, cet effort, il doit être transversal, c'est de se dire, on prend tous les membres de la famille qui est en surendettement, on dit, les gars, la fête est finie, donc les gamins, vous allez arrêter d'acheter des iPhones, les parents, vous allez arrêter d'acheter des conneries de vêtements, tout le monde va faire un effort. Les ultra riches, peut-être les entreprises, peut-être tel truc, peut-être telle personne, etc. Mais l'autre chose sur laquelle je veux discuter, donc tout le monde doit faire l'effort, c'est un effort qui doit être fait au niveau national, mais surtout c'est de dire pour combien de temps il est fait cet effort, parce qu'on a déjà eu des trucs comme ça, on a Rocard, le ministre de l'économie à l'époque de Mitterrand, alors je crois que c'était dans les années 70, non 80, dans les années 80, qui a mis en place la CSG. Alors vous connaissez certainement la CSG, vous en avez certainement entendu parler, la CSG était prévue pour être une taxe provisoire, et la CSG, surprise, en 2025, elle existe toujours. Donc en général, ce qui est mis en place finit toujours par rester, surtout quand c'est des taxes. Les avantages, ça disparaît. Par contre, les taxes, ça finit toujours par rester. Donc la question que je pose à nos responsables, c'est si vous voulez mettre en place une taxe un peu spéciale pour redresser les finances du pays, c'est pour combien de temps ? En combien de temps exactement est-ce que vous allez redresser les finances du pays ? Et ça, c'est un truc de base qu'on se pose lorsqu'on est une personne, lorsqu'on est un chef d'entreprise, qu'on se fixe un objectif quel qu'il soit, un objectif financier, un objectif sportif, un objectif de perte de poids. On se dit, ok, je vais faire un effort et sur combien de temps est-ce que je vais déployer cet effort ? Mais là, il n'y a aucun plan, aucune stratégie, rien, pas de délai, juste de la mesurette foireuse pour essayer d'endiguer un tsunami causé par des dizaines et des dizaines d'années de négligence et de gaspillage et de clientélisme. Et là, ce qui arrive aujourd'hui, c'est le résultat, encore une fois, c'est pas juste Macron, mais oui, le gouvernement Macron, c'est sûr qu'ils ont fait de la merde et que c'est un gâchis terrible, parce qu'ils avaient... Pour moi, Macron, c'est une telle déception parce qu'il avait tellement un boulevard devant lui, 2 quinquennats dans lesquels il aurait pu faire des grandes choses. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Comme Chirac, que dalle. Creuser encore un peu plus la tombe de notre pauvre nation française. Alors on sent la colère du peuple qui gronde un peu partout sur tous les sujets, alors que ce soit dans telle et telle classe sociale. Alors on met en place de la mesurette. L'encadrement des loyers, le tax Zuckman, qui sont censés améliorer le quotidien de l'électorat, qui aura le droit de vie ou de mort sur notre prochain mandat, alors qu'en réalité, dans le long terme, tous ces gens-là mènent la France droit dans le mur. Et tous ces problèmes sont réels, que ce soit le problème de la dette, les problèmes du logement, tout ça sont des problèmes bien réels et j'en minimise certainement pas la gravité. Certainement pas, mais c'est pas en prenant quelques mesures démago qui au final ont plus d'effets pervers que d'effets positifs qu'on améliorera le sort de la population. Alors, comme j'aime pas juste critiquer, je vais vous donner quelques propositions, qui sont des propositions des idées que j'ai, qui pourraient réellement améliorer la situation. Et avant de vous les donner, j'ai un service à vous demander. Si vous appréciez ce podcast, si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, qui permettra aux algorithmes de comprendre que nous faisons un travail de qualité. Et puis marquez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces idées. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, quelles seraient les propositions que vous mettriez sur la table. Et aussi quels sont les sujets que dont vous aimeriez que je parle dans les prochains épisodes. Premièrement, alors sur les mesures que je proposerai, c'est d'encourager et d'autoriser la densification. La réelle densification. Pourquoi je dis réellement ? Encore une fois, parce qu'il y a des potentiels de densification, il y a des poches de densification possibles dans énormément de communes en France, sauf qu'on ne permet pas réellement aux professionnels, qu'ils soient marchands de biens, investisseurs ou promoteurs, de densifier autant qu'on le pourrait et autant qu'on le devrait si on veut apporter une solution à la crise du logement. Ensuite, il faut permettre aux professionnels d'accéder aux aides sur la rénovation énergétique. Donc là-dessus, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai sorti une formation sur la rénovation énergétique des bâtiments et j'ai discuté dans le cadre de cette formation avec énormément de professionnels. Et ce dont on se rend compte, c'est que les dispositifs, comme d'hab, ils foisonnent.
c'est imbitable. Il y a des dispositifs au niveau national, au niveau régional, au niveau communal. Au final, c'est un foutoir pas possible. On n'y comprend pas grand-chose. Certes, c'est surtout les particuliers qui y ont droit. Et moi, je l'ai vécu en tant que marchand de biens. En fait, on se dit, là, moi, en tant que marchand, je n'ai pas nécessairement intérêt à aller changer le système de chauffage ou aller remplacer les menuiseries parce que le particulier, lui, est éligible à tout un tas de dispositifs d'aide auxquels moi je n'ai pas droit, donc il a plus intérêt à les faire, lui, les travaux. Donc là-dessus, si on permet déjà, il faudrait simplifier les dispositifs d'aide, ce serait déjà un bon début, et ensuite ouvrir les dispositifs d'aide à la rénovation aux professionnels de l'immobilier, que ce soit les marchands, les investisseurs locatifs. Je proposerai également de développer des réseaux de transport de masse qui soient suffisamment qualitatifs pour désengorger les centres. La question qui doit se poser, c'est pourquoi est-ce que tous les gens veulent habiter dans les centres, dans les grandes villes, etc. Tout simplement parce que c'est galère. La voiture, les transports, etc. Alors la voiture, bien sûr que c'est galère parce que tout est engorgé de partout et ça sert à rien de rajouter des voies parce que de toute façon, ça crée juste plus de problèmes. Mais les transports sont pas quali. Les trains, ils sont toujours à la bourre. Les gens qui utilisent le train pour leur quotidien, c'est un calvaire. Enfin, c'est vraiment la loterie. On ne sait jamais s'ils vont arriver, pas arriver, à l'heure, pas à l'heure. Et c'est pas fiable. Alors, j'exagère, parce que on parle toujours des trains qui arrivent en retard, on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Mais je constate que quand même, c'est pas très confortable, c'est pas très fiable et on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, moi, je retirerais les prérogatives à tous ces petits politiciens locaux qui ont des visions court-termistes sur toutes les thématiques un peu techniques, notamment les thématiques du logement. Et je les confierais à des commissions professionnelles qui seraient constituées non seulement de représentants des communes, mais aussi des riverains et également, bien sûr, de professionnels de l'immobilier, où tous les intérêts, en fait, seraient représentés. Et ces commissions, elles agiraient dans l'intérêt du peuple avec une vision de long terme. Quand je dis l'intérêt du peuple, c'est l'intérêt de tous, l'intérêt commun. Pas juste l'intérêt du maire, pas juste l'intérêt de Madame Michu, qui est en bon terme avec l'adjoint à l'urbanisme, et pas juste non plus dans l'intérêt du promoteur qui est pote avec je ne sais qui, mais dans l'intérêt global. Et je mettrais bien en place un plan de redressement quinquennal. On se dit là, ok, il y a une situation de crise, il faut se mettre à la diète, on a du diabète, on va nous amputer, c'est le bordel. Ok, donc on met en place un plan de redressement avec des efforts qui sont à faire par tous. Je suis ok pour qu'on taxe plus les fortunes, mais il faut aussi poser une obligation pour le monstre qui est l'administration française d'être réformé et d'être mis à la diète. Sors de ton obésité. Il y a des dizaines de milliers de postes qui sont inutiles, qu'on paye mais pour rien dans les échelons communaux, intercommunaux, départementaux, régionaux. Putain, mais un conseiller régional qui a le droit de se pointer uniquement sur 20 ou 30% de ses réunions touche plus de 3000 balles net d'indemnité. C'est de la folie et on est assez souvent en droit de se demander à quoi tous ces gens servent. Sachez qu'il y a entre 500 et 600 000 élus locaux en France. On est les champions en la matière, je crois, champions européens, champions mondiaux, je ne sais plus, en nombre d'élus locaux. On peut facilement supprimer non seulement des postes de tous ces élus, mais aussi supprimer énormément de postes administratifs dont on est en droit de se questionner sur leur utilité finale. Et ça nous permettra aussi de revaloriser les salaires de celles et ceux qui dispensent un véritable service public. Je pense aux infirmières, je pense aux policiers, je pense aux agents qui sont au contact du public. Là, je pense aux agents qui sont dans les communes, ceux qui vous font les cartes d'identité, qui se font cracher à la gueule du matin au soir par des usagers indélicats, ceux qui font vraiment le taf et qui touchent des salaires vraiment de misère. Alors on pourrait, en faisant l'économie sur toutes les personnes qui ne servent pas à grand-chose, enfin dont les postes plus exactement ne servent pas à grand-chose, on pourrait revaloriser les salaires de ceux qui font réellement le taf. Alors, j'ai pas pour ambition de me présenter aux prochaines élections, pas encore, mais je voulais simplement pousser un petit coup de gueule en tant que professionnel du terrain qui constate souvent la stupidité de ces mesures et la nullité de beaucoup des élus qui ne pensent tout simplement qu'à leur réélection. Je vous invite à me partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Et puis n'hésitez pas à partager cet épisode avec des personnes que ça pourrait intéresser. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.